écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, c'est le podcast Histoire, c'est plus précisément la seconde partie de notre podcast Histoire consacrée à la ville de Casablanca. Dans la première partie, Abdrahim Qassou nous avait raconté l'histoire de la ville en remontant très très loin. Cette semaine on continue, mais on continue quartier par quartier. Alors Abdrahim va nous parler, pour commencer, du centre-ville de Casa. Ce que j'appelle centre-ville, c'est le boulevard Mohamed Khamis, Driss Lahlizi, Lala Yakout, ce qui fait le charme colonial de cette ville. Dis-nous Abdrahim, s'il te plaît, l'histoire de ce quartier. Pour se remettre un peu dans l'ambiance de l'époque, la Première Guerre mondiale est une période compliquée, d'un point de vue historique, évidemment, économique, etc., où l'État français veut montrer quand même sa puissance. Donc il va organiser une grosse expo coloniale en 1917 à le territoire de l'exposition. C'est là où il y a actuellement la CTM, dans cette zone-là. Il va un peu construire des bâtiments. C'est un peu une espèce de grand événement pour montrer que la France, malgré la guerre, sait faire des choses. Il va construire notamment la petite coupole qu'il y a actuellement dans le parc de la Ligue arabe, où de temps en temps il y a des expos, etc., ou des conférences. C'était un bâtiment qui a été déplacé, qui a été construit en 1917 à l'occasion de cette exposition. Comment c'est une exposition universelle? C'est un peu dans la mode de l'époque, une expo coloniale où on montre les prouesses en ingénierie, les prouesses en culture, en architecture. On construit des bâtiments, des pavillons, et chaque entreprise va montrer ce qu'elle sait faire. En quelle année? Ça, c'est 1917. Donc en pleine guerre, hein. C'est pour justement montrer. Alors, on sort quand même d'une période un peu trouble où on avait avant-guerre une grande présence allemande à Casablanca. Beaucoup d'économies. Manesman à Mohamedia, c'est un propriétaire qui avait beaucoup de terrain. Karl Fick également, qui avait beaucoup d'entreprises. Karl Fick possède cette villa qui est la villa Karl Fick, qui est en face de l'immeuble Liberté, qui existe encore. Une belle villa jaune énorme, qui doit dater de 1910, je dirais, mais dans cette période-là. C'est juste sur le terrain du lycée Khnessa Ben Zbouka. Donc ce fameux Karl Fick, qui était un grand propriétaire, commerçant, etc., a été fusillé pour espionnage par les Français. A été fusillé et ses biens ont été saisis par l'État. Donc on est dans cette ambiance-là, hein, ambiance de guerre qui ne se passe pas ici, mais dont les conséquences se passent ici. Donc les constructions commencent à se faire un peu extramuros. On a parlé de l'hôtel Excelsior, il y a beaucoup de choses qui commencent à se faire. Le plan Prost 1917 vient un peu structurer ça et identifier un certain nombre de grands lots. Beaucoup de capitaux sont venus à Casablanca, fuyant l'Europe notamment, parce que l'Europe, les gens qui ont de l'argent vont essayer de le mettre ailleurs. Il y a également le fourri de l'après-guerre, un gros développement économique, ça construit de partout dans Casablanca. Donc cette Casablanca est liée à un développement économique de la ville, lié à un développement de l'industrie, lié à un développement du port, etc. On exporte beaucoup, donc il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de concurrence entre les grands patrons pour montrer qui va construire le plus haut, le plus beau, etc. Ce côté un peu frime qui existe encore dans le Casablanca, chez le Casablanca actuel, et de l'époque. Donc on va faire appel aux meilleurs architectes pour construire des bâtiments avec des ascenseurs. On parle de 1920, 25, 30, avec des ascenseurs, avec des espaces pour les domestiques, avec des parkings garages souterrains. Un des premiers immeubles en 1928-29, l'immeuble Assayeg, a un parking souterrain, a des vides ordures, un incinérateur à ordures dans le bâtiment, des buanderies dans la terrasse, etc. Donc un certain nombre de niveaux de confort qui sont juste inimaginables pour l'époque. Donc on fait appel à des architectes qui se sont installés au Maroc, soit venant d'Algérie ou Tunisie, où il y a une période coloniale évidemment précédente. Donc les frères Souraki par exemple, ou d'autres sont venus, ou Bassiano sont venus d'Algérie ou de Tunisie, soit venant de France, fraîchement diplômés. Beaucoup de jeunes qui avaient envie d'une vie plus libre, sortir un peu de cette Europe un peu bourgeoise où ils devaient passer par l'étude du grand maître, etc., traduction beaux-arts, qui voulaient un peu tester des choses, être plus moderne, plus branché. Être branché à l'époque, c'est faire de l'art déco, qui était le style nouveau de l'époque. Tous les bâtiments ne sont pas art déco dans Casablanca. Art déco est un terme, pour être précis, lié à une grande exposition qui s'est tenue à Paris, qui s'appelle l'exposition des arts décoratifs, en 1925. Et donc, qui est un peu un style très symétrique, assez orthogonal, même avec des formes très géométriques, et qui va de la façade jusqu'à l'intérieur, les revêtements, le mobilier, la vaisselle, un peu tout. C'est un style assez total. Contrairement à des styles précédents, on faisait que plaquer un décor sur un intérieur qui n'a pas beaucoup évolué. C'est un des premiers styles qui a vraiment
comme l'Art Nouveau qui a vraiment fait évoluer les choses. Donc l'Art Nouveau est un style très inspiré de la nature. On va voir l'Art Nouveau, par exemple, c'est les entrées de métro de Paris. C'est une espèce de forme un peu fleurs, etc., de forme lyrique, ou de fontaine, ou de corps de femme, etc. Donc c'est quelle année ça? Alors, l'Art Nouveau, c'est avant-guerre. C'est 10-15. C'est beaucoup Victor Horta, beaucoup Bruxelles. Et donc, est-ce qu'on a de l'Art Nouveau à Casablanca? On a très peu. On en a quelques-uns, notamment sur la rue de l'Horloge, qui est l'avenue Al-Ibn Abdallah. On a quelques exemples. Mais tout ça est daté historique. Parce qu'on a peu construit en 1910-15, jusqu'à la guerre. D'accord. Comme on a beaucoup construit entre 25 et 35, on a beaucoup construit en art déco parce que c'était le style branché de l'époque. On aurait construit avant, on aurait construit autre chose. Alger est beaucoup néo-mauresque parce que c'est beaucoup du 19e siècle. Fin 19e siècle, et donc c'est le style de l'époque. Oran est très art déco, parce qu'Oran a un développement un peu parallèle, où économiquement elle s'est développée, donc il y avait de l'argent, et donc on a construit dans le style de l'époque. Donc typiquement art déco, on parle vraiment des boulevards du centre-ville. On parle de beaux exemples, on parle de boulevard de la Gare, donc boulevard Mohamed V, on parle de Al-Ibn Abdallah, on parle de Hawizi, on parle de Hassan II, on parle de quelque chose comme 3000 bâtiments à Gaza. On parle d'une quantité assez exceptionnelle. L'intéressant de cette architecture-là, au-delà du fait qu'elle est plutôt bien préservée et qu'elle est une architecture de qualité à la fois sur la façade et les intérieurs, malgré tout, malgré le peu d'entretien, elle est encore là, elle est encore debout. Il faudrait qu'il y ait évidemment un effort, mais l'effort commence également par la rue. Je veux dire, si l'État veut rendre hommage à ce quartier-là, au-delà des discours, des beaux discours sur la valeur historique, il commence par nettoyer les rues, assurer la sécurité, l'éclairage public et la qualité des trottoirs. Après, on verra les bâtiments, c'est un peu le B.A.-bas. On a parlé de l'art déco, est-ce qu'on peut parler aussi du style de la wilaya, de la poste c'est lyoté, ça? Comment on appelle ce style? Qui est un mélange de grands bâtiments avec des petites choses un peu marocaines dessus. Dans les grands styles, on va dire, de l'époque, et le style art déco dont on a parlé, dont les architectes, pour dire un mot sur les architectes, sont plutôt des architectes français, pas uniquement, mais beaucoup des architectes français, mais vivant à Casa et ont construit tout le temps, fait leur carrière à Casa. Le premier architecte marocain a été diplômé en 1941. C'est Elia Zaguri, qui est décédé il y a quelques années, qui est le premier architecte marocain, pas forcément uniquement né et vivant au Maroc. Donc les architectes marocains n'existaient pas à l'époque. L'autre style de l'époque, c'est ce qu'on appelle le style néo-mauresque. C'est un style assez courant en Afrique du Nord. C'est un peu une manière de construire des bâtiments modernes, hôtels, banques, etc., en utilisant un vocabulaire inspiré de l'architecture traditionnelle. On va mettre un peu de tuiles, on va mettre un petit peu d'arcade, un coup de zélige, etc. C'est un peu typiquement, c'est le tribunal, c'est la poste. Alors, ça, c'est une évolution. Typiquement, c'est l'hôtel Excelsior, par exemple. Quand on lève la façade, il y a des petites choses, mais ça reste globalement discret. C'est ce style-là qui a été un peu magnifié par l'UOT en faisant un style d'État, le néo-merzenien ou le néo-marocain. C'est-à-dire, on est une puissance, mais c'est un protectorat, et donc c'est des bâtiments, on vient pour la protection du Maroc, et notamment de ses arts et de ses traditions. On va créer le service des beaux-arts, et on va créer ces grandes fonctions, mais en leur donnant un peu un style qui n'a rien à voir avec l'histoire des lieux, parce qu'on n'a jamais eu le tribunal en tant que tel dans ces formes-là et de bureaux de poste. On n'est pas dans la tradition des bâtiments institutionnels qui en imposent. Et donc, on va créer ces bâtiments-là et on va utiliser ce style-là pour dire l'État colonial est dans la continuité de l'État séculaire marocain. Et d'ailleurs, ce style-là est utilisé, ce néo-marzenien, c'est un peu le même style qu'on va retrouver beaucoup plus tard dans toutes les constructions de l'époque des grandes préfectures. Et donc cette place administrative est intéressante. On a parlé du plan de Prost de 1917. Le plan est structuré sur des axes, on en a parlé, mais également des places. Et donc il y a la place de France, qui est la place des Nations Unies actuelle, qui est la place Souk, ce qui est la place historique de relations entre l'ancien Médina et l'arrière-pays, ou le Souk, les voyages, etc., dont la porte qui est là, qu'on appelle faussement Bab Marrakech quand on demande à quelqu'un rendez-vous au Marrakech en passant ça. Ce n'est ni le bon nom, ni la bonne porte. Cette porte s'appelle Bab Souk ou Bab el-Kbir. Bab Marrakech est ailleurs et un peu plus vers l'ouest. Et la porte est une fausse porte. La porte de Bab Souk n'a jamais été comme ça. C'est une porte qui a été reconstruite dans les années 90 pour donner une espèce de fausse porte monumentale. Elle est en béton, pour donner une espèce de porte ressemblant à Bab Mansour à Meknès, pour dire voilà, même nous à Casa, on a notre porte. Elle n'a jamais été comme ça. Et donc c'est un peu une manière de mentir que de dire qu'on a des portes comme ça. La tour de l'horloge est ancienne, qu'on voit sur la place. Elle est intéressante parce que c'est une tour qui a été construite par l'armée française, qui n'était pas à cet endroit-là.
qui était un peu plus sur la place, qui a été construite en 1910-11, pour un peu mettre Casablanca à l'heure de la France, au sens métaphorique, mais également réel. Elle est alignée avec la rue de l'Horloge, qui est l'axe principal de Casa de l'époque, donc la rue El Abdallah actuellement. Cette tour a été démolie dans les années 40. Elle fut sur mais également pour agrandir la place. Elle a été démolie dans les années 40 et reconstruite dans les années 90, là où elle est maintenant. Donc c'est une vraie fausse tour, je ne sais pas comment on l'appelait, c'est une vraie ancienne tour, sauf que ce n'est pas celle-là, c'était une autre avant qui a été démolie et on est resté 50 ans sans tour. Donc cette place de France, place la place des Nations Unies, qui s'est appelée également place Mohamed V à un moment donné, qui est une des places structurantes de l'espace. La deuxième place, c'est la place administrative, qui s'appelle maintenant place Mohamed V, où il y a tous ces bâtiments-là, qui a été dessinée très très tôt dans le plan PROS, comme étant un peu lieu pour regrouper tous les bâtiments importants du pouvoir, mais qui s'est construite vraiment petit à petit. La poste date de 1918. C'est Adrien Laforgue, l'architecte. Le tribunal, construit par Joseph Maras, est de 1922. L'hôtel de ville est de 1936. Le théâtre, qui a été démoli, est de 1922, construit par Hippolyte Delaporte, qui était un théâtre provisoire, même s'il est resté quand même 60 ans. Donc on a une place qui est figée sur le plan, mais qui met du temps à se mettre en place, à se constituer comme place, et qui est assez symptomatique. Elle est un peu décalée par rapport au Casa, c'est peut-être le seul espace, avec le Habous, peut-être fait par l'État, dans ce sens-là. Alors que tout le reste, on a bien vu, l'État a fait les avenues, a donné une règle de gabarit, de hauteur, etc. Après, c'est le privé qui a fait son effet. Parle-nous justement des Habous. Les Habous sont une des décisions principales, importantes des services qu'on appelait les services de l'urbanisme et des beaux-arts de l'époque. On parle de la fin des années 10, 18, 19, 20, où la Médina est très dense, très chargée, où les Européens commencent à construire et à vivre un peu dans la ville européenne, on va dire, et où la ségrégation spatiale relativement stricte, même s'il n'est pas forcément dans les textes, dans les faits, elle s'applique où tout le monde ne peut pas habiter où il veut. Il y a une décision de construire un palais pour le sultan, mais également des espaces pour loger les notables marocains. Et donc on va construire ce qu'on appelle la Nouvelle Médina, qui est un quartier dessiné par Albert Laprade. Albert Laprade est le même architecte qui a dessiné le parc de la Ligue arabe. C'est le même architecte qui a dessiné le musée de l'homme à Paris, pour ceux qui connaissent. C'est quelqu'un plutôt de qualité. Il avait un seul caractère, il s'engueulait toujours avec l'UOT, donc il l'a viré très vite, mais il a quand même eu le temps de laisser quelques œuvres de qualité dans Casa, notamment le quartier des Habous, et les bâtiments ont été dessinés par deux architectes, Auguste Cadet et Edmond Brion, qui ont décidé dessiner les baraques une par une, ce qui se fait jamais dans une médina classique, on va dire, où la construction va se faire de manière empirique. Tu vas construire, je vais me coller, je vais construire, etc. Et il n'y a pas vraiment une réflexion globale sur un plan. On va un peu se coller les uns les autres et c'est une espèce de compilation qui va faire un ensemble. Là, c'est différent, le résultat en est exceptionnel, donc c'est absolument pas une ville historique. Dans le sens, ce n'est pas la ville ancienne de Casablanca, même si beaucoup de gens le croient. C'est une ville très intéressante d'un point de vue architectural et même les espaces sont de grande qualité. Ce qui est intéressant, c'est que la ville qui n'est pas la vraie ville ancienne, le Habous, paraît comme une ville ancienne. La ville qui est la vraie ville ancienne n'a pas du tout la tête d'une ville ancienne. C'est l'ancienne Médina. On a des balcons, on a des fenêtres, on avait beaucoup de cabarets, on avait beaucoup d'espaces de mixité, on avait beaucoup d'espaces de cosmopolitisme. Donc on a une espèce d'ancienne Médina qui n'a pas la tête d'une ancienne Médina, et un quartier nouveau, colonial, qui a une tête d'ancienne Médina. C'est l'extension de cette zone-là, c'est toute la zone juste après les rails, où il y a eu l'extension de tous ces quartiers, les Bouchentouf, les Dabstan, etc. On est dans cette période-là, plutôt les années 40, où on commence à voir l'installation d'une population musulmane qui vient s'installer dans ce qu'on a appelé la Nouvelle Médina Extension, dont une grande partie a été faite par des privés, c'est-à-dire des gens qui vont acheter des terrains, les construire et loger des gens. Tout le développement de la ville ne sont pas des développements d'initiative de l'État. Quand on regarde la carte de Casa, elle est intéressante d'un point de vue urbanistique parce qu'elle est une espèce de compilation de tous les types de morphologie urbaine qui peuvent exister. On a évidemment la Médina qui représente un peu un tissu. Les façades des bâtiments peuvent être modernes, mais le tissu est traditionnel, avec ses petites ruelles, ses petites placettes, la mosquée, etc. On a la ville moderne avec ses grands axes et ses places. On a le Habous. On a des quartiers de villas type palmier, avec des rues très arcadées. On a des bidonvilles avec un autre type de tissu, le bidonville étant un nom né à Casablanca. On a des grands territoires urbains. Bidonville non né à Casablanca, c'est-à-dire au niveau... Première fois où ce nom a été relevé, c'est dans un texte d'un journaliste qui a parlé de ces villes de bidons, c'est des grandes bidonvilles. Et donc le mot
En parlant de Casa. En parlant de Casablanca, en décrivant les bidonvilles de Casablanca, en décrivant Carrière Centrale en particulier. Alors, excuse-moi, raconte-nous Carrière Centrale, voilà. Le Carrière Centrale est un bidonville qui existe maintenant encore, mais qui n'est pas dans le même endroit. Les bidonvilles bougent dans l'histoire, dans les temps, parce que c'est l'occupation d'un territoire, les gens construisent, etc. Donc les bidonvilles peuvent glisser spatialement, même si c'est le même historiquement. Donc le Carrière Centrale était un peu plus au nord, plus proche de la mer, on va dire, que ce qu'il est maintenant. C'est les carrières pour construire la centrale thermique de Roche-Noire. Et donc les carrières, les ouvriers qui viennent travailler dans les carrières, et qui viennent loger dans ces bidonvilles, dont les premières traces datent des années 20. Donc c'est avec Blemsik, peut-être, c'est les bidonvilles les plus anciens de cette taille-là, de Casablanca. Carrière Centrale est intéressant, mais Blemsik également, parce que c'est une espèce de continuité historique. C'est un bidonville qui est resté longtemps. Et les bidonvilles est un lieu où il y a un apprentissage, entre guillemets, de l'urbanité qui se fait. Un migrant venu chercher du boulot ou rejoindre son cousin ou son frère, etc., va s'installer en bidonville avant d'aller loger ailleurs. Et donc, il y a une espèce de parcours. Ou alors l'inverse, un individu qui est en train de se casser la gueule socialement va à un moment donné atterrir dans bidonville. Et donc, on a une espèce de trajectoire de vie qui se croise, et avec évidemment, c'est des hauts lieux de culture urbaine par excellence, les bidonvilles, parce que paradoxalement, et il faut avoir un certain sens urbain pour pouvoir vivre aussi longtemps dans des espaces aussi contraints. C'est beaucoup plus simple d'être dans sa villa, de s'enfermer. Là, on a intérêt quand même à avoir un certain nombre de règles de vie communes pour pouvoir fonctionner dans un bidonville. Et donc, paradoxalement, c'est des lieux d'une grande qualité urbaine. Pas au sens spatial, mais au sens social du terme. Et on le voit par la qualité de ce qui en sort, d'un point de vue culturel, d'un point de vue des récits, d'un point de vue même dans l'imaginaire. Quand on dit Carrière Centrale, tout le monde se projette dans une espèce de lieu de la résistance, de lieu de la grande culture, de la musique, du foot, etc. Mais à Casablanca, Carrière Centrale, Haï Mohammadi, c'est un peu l'aristocratie populaire. C'est l'aristocratie populaire dite par les gens de Haï Mohammadi. Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait plus d'aristocratie populaire là que Haï Hassani ou à Blemsik ou à Mnina Qadima ou à Dar Sultan. Carrière Centrale est une opération très importante d'un point de vue urbanistique. On a parlé des Habous, mais les Habous sont une réponse culturaliste pour loger l'indigène. Ok, c'est du notable, mais c'est quand même un indigène. Et donc, les autorités du protectorat considèrent que pour que le gars soit bien, il faut qu'il s'y reconnaisse, il faut mettre 2-3 tuiles, un peu d'arcade, etc., etc. Et donc, cette approche, il y a cette approche culturaliste, c'est-à-dire que quand la question se pose... Le Marocain doit vivre dans un endroit qui a l'air marocain. Qui a l'air marocain. Ouais. Après, qu'est-ce qu'un endroit marocain pour quelqu'un construit par un Européen. C'est-à-dire, il va lui faire quelque chose qui, dans sa tête, va lui permettre d'être à l'aise dans cet espace. Complètement. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la question du logement, on parle d'une ville ouvrière, une ville prolétaire, et la question du logement de l'ouvrier ou du travailleur se pose très tôt. Et donc, on a des grandes entreprises de l'État, des entreprises privées qui se posent la question de loger leurs ouvriers. Et donc, vont construire des logements pour les ouvriers. Et donc, ils ont cette approche-là de demander à des architectes, ou même des architectes d'ailleurs, Cadet Briand, de construire des cités ouvrières, évidemment plus cheap entre guillemets parce que c'est des ouvriers, donc des espaces plus petits, moins nobles, mais avec des arcades, avec de la pierre, avec la place, la mosquée, la fontaine, etc. Ce qui est dans une démarche culturaliste pour des gens, à la limite pour être un peu cynique, qui viennent de la campagne, qui n'ont jamais habité en Médina, à la limite qui n'ont pas de référence liée à cette architecture-là. Et ça donne quel résultat ça donne des espaces très intéressants. Il y en a deux belles justement à Haï Mohammadi, Soussika et Sidi Lafar, Sidi Bchar al-Khair. Il y en a une à Roche-Noire qui est la cité de la Cozumar. Il y en a 5-6 à Casablanca qui sont encore là, qui sont pas forcément bien conservés parce que les gens un peu surélevés, un peu peints, etc. Mais on reconnaît, on arrive à lire l'espace. Habous a été figé. Le fait de la proximité du palais a fait que ça a été protégé. Donc ça a été c'est plutôt globalement fidèle à ce que c'était. Ces quartiers-là ont un peu évolué, mais on lit très bien les arcades, les bâtiments, etc. Espèce de grandes murailles qui entourent ces constructions. Ce qui est intéressant, c'est que une autre approche d'un certain nombre de personnes, d'architectes ou de décideurs qui ont dit non, il n'y a pas de raison, c'est des ouvriers. On est dans cette démarche où l'homme moderne a les mêmes besoins. Il n'y a pas de raison de construire différemment pour un Marocain que pour un Français ou un Uruguayen. C'est l'homme a besoin de loger, d'être éduqué, d'aération, de soleil, de circulation, etc. Donc on va construire ce qu'on appelle le logement moderne. Le mouvement moderne est un mouvement qui part du principe que l'architecture est là pour répondre aux besoins fondamentaux. Donc on va se débarrasser des décors et on va aller à l'essentiel. Donc la charte d'Athènes, qui est une charte de 1936, essaie de structurer les grandes lignes de ce mouvement-là. Et donc,
parmi les ténors de ces moments-là, certains ont construit à Casablanca et ont construit des logements pour les ouvriers. Et on a un certain nombre de Donc on arrive cités. au bar classique de grosses On arrive, qu'on voit en Europe, quoi. on arrive à des constructions, effectivement, à partir de 1936-38. On a un premier essai qui n'est pas tout à fait des logements d'ouvriers, qui est le logement plutôt pour classe moyenne européenne. Mais les logements de l'État, ils sont à Bourgogne, qu'on appelait à l'époque les beaux immeubles de Bourgogne, qui sont en face, je ne sais pas si on peut dire des mots, du café Lugano, le café Lugano actuellement. En face, il y a des grands immeubles avec un grand trou d'ouverture, tout ce complexe-là. On les voit depuis Zartoni, on les voit depuis. Si vous descendez vers la mer, il faut regarder à gauche. Exactement, c'est 1938. On commence à voir cette architecture-là relativement répétitive, mais avec une certaine qualité, mais on n'est pas dans une réponse type Habous. On est quand même dans une architecture moderne, on va dire, même si le terme va venir un peu plus tard. On est également sur des logements comme des logements de la Cité de la Police, cette grande barre sur Indy, qui est une espèce de S énorme sur Indy, qui est construit pour des familles de fonctionnaires européens, notamment parce qu'on est dans les années 50 et commence à avoir des turbulences, on commence à avoir quelques velléités d'indépendance et des luttes urbaines. Il faut renforcer les forces de police et notamment on amène des gens de métropole, il faut les loger, donc on construit des logements pour eux. Mais on va également construire pour les Marocains, on va construire Bournazel par exemple, du nom du fameux capitaine Antoine de Bournazel, Henri de Bournazel, qui est mort dans la bataille de Bourgafe en 1933. Et donc, on a tout un quartier qui rend hommage à ce Henri de Bournazel. Henri de Bournazel qui a maté de l'indigène pendant des années. On a également le carré central. On a une opération très intéressante où Michel Cochard, qui est ce directeur de l'urbanisme à Casablanca, qui a fait un des plans importants de la ville en 1947, va notamment essayer de régler la question de logement en créant ce qu'il appelle la trame Cochard. On prend un territoire, on le divise par des petits carrés, des petits pixels de 8 mètres par 8 mètres. Ça fait 64 mètres carrés et on donne à chaque famille 64 mètres carrés avec juste une cuisine, une chambre et des toilettes. Après, on laisse la famille évoluer et s'étendre. Et donc, on a une espèce de grand territoire. On a des photos aériennes extraordinaires de Haïm Mohammadi de l'époque, à Air Centrale, découpées par des petits clusters, des petits pixels de 8 mètres par 8 mètres. Et à un moment donné, on en enlève une, ça fait une place. On enlève une rangée, ça fait une rue, etc. Un peu comme des Lego, quoi. Un peu comme des Lego, mais c'est les quartiers actuels. Entre-temps, 50 ans après, tout a poussé. Verticalement, et donc on voit une espèce de quartier qui est monté, mais qu'on n'arrive pas à lire si on ne lit pas cette photo de l'ensemble, ou cette photo aérienne qui explique ça. Sur la même zone, il y a une expérience très intéressante qui a été réalisée par un groupe un peu dissident de ce mouvement moderne, qui s'appelle le Team 10, qui a dit, voilà, ok, on construit dans des territoires où on construit pareil pour tout le monde, n'empêche qu'il y a quand même quelques spécificités culturelles, et on peut essayer de voir comment les traduire sans être dans le pastiche, essayer de comprendre l'essence de ces espaces-là et essayer de les traduire dans des bâtiments modernes. On a notamment un groupe qui s'appelait Atbat Afrique, Candilis, Woods, Bodiansky, qui ont construit beaucoup au Maroc, qui ont construit 2 bars et une tour à Haïm Mohammadi, Nidabé et Semiramis, en essayant d'appliquer cette vase-là et en essayant de réfléchir à la question du patio suspendu. Ils ont construit un immeuble de 4 étages avec des patios par appartement dans chaque étage. Sur un autre bâtiment, ils se sont dit, le Marocain, je simplifie, a une relation particulière avec la rue, avec l'espace public. On va créer des rues et des coursives par niveau, plutôt que de leur mettre des couloirs. Et donc, il y a une espèce d'expérimentation qui est restée sur des textes ailleurs, mais qui a été construite. Ces bâtiments existent et ils sont habités par des gens. Et on a des écoles d'architecture qui viennent les visiter parce qu'ils vont lire des ouvrages sur ces architectes-là. Il y a d'autres architectes qui s'appellent Hans Struder qui vont construire à Sidi Othman des bâtiments où ils vont essayer également d'expérimenter cette question de patio suspendu, jusqu'où on peut pousser la logique pour répondre à des besoins de logement populaire, donc avec des petites surfaces, avec des économies de coûts, etc. Et quand même donner une qualité où on permet un espace extérieur tout en préservant l'intimité. Il ne faut pas que d'un patio on puisse regarder dans l'autre patio. Il faut quand même qu'on ait un peu un système de double hauteur, etc. Et donc, c'est des expérimentations très intéressantes. Au-delà du fait que bar ou pas bar, est-ce que les gens y vivent bien ou pas, il y a quand même un essai de faire des choses et de faire différent qui est louable. Après, l'essai de faire différent, c'est qu'on peut se tromper. Mais si on n'essaie pas, si on change rien, évidemment, on prend aucun risque. Et là, c'est beaucoup moins intéressant. Il y a des barres d'immeubles dont j'ai du mal à situer l'origine ou la date. Je t'en citais quelques-uns. Et il y en a au CIL. Les cités des jeunes, CIL. Alors, Cité des Jeunes est une cité très intéressante à CIL. C'est les mêmes bonhommes. C'est toujours Atbat Afrique, Candilis, Woods, Bodiansky. Avec des couloirs pareils apparents. Et surtout que c'était pour les petits fonctionnaires européens. Et donc, quand on analyse finement,
on voit les types ont étudié, ont travaillé ont construit en même temps pour l'ouvrier marocain et pour le petit fonctionnaire européen. Donc plutôt, là c'est beaucoup de studios, beaucoup de jeunes couples, etc. Donc plutôt la même période, plutôt peu de budget, mais avec des différences de forme pour dire qu'on s'adapte quand même au gars qui va habiter. On essaie quand même de faire des produits différents, même si on est dans une opération de logement social où il faut être, être économique. Donc on a une espèce de diversité de l'offre, contrairement à ce qu'on peut réaliser maintenant, où on a un logement économique qui est assez standardisé, même si on peut entendre les contraintes de densité, de coûts, etc. Il y a une espèce d'effort qui aurait pu être fait pour un peu offrir des produits un petit peu différents selon la personne qui va habiter, la zone, le quartier, le climat, le site, etc., etc. Et c'est ce qui rend la qualité de ces territoires-là. On parle de la qualité de l'architecture, de l'art déco, on en a parlé, mais également, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de quartiers comme Hay Mohammadi, comme Hay Hassani. Hay Hassani, c'est un gros bidonville qui a brûlé. Et en 1958, 56 et 58, donc première grosse opération du Maroc indépendant, on vient construire Hay Hassani. Du nom de Moulay Hassan. Le Moulay Hassan par Domenico Bassiano, qui est un architecte italien qui a vécu jusqu'à 92 ans, qui est mort il n'y a pas très longtemps, mais qui a toujours vécu au Maroc. C'est lui qui a construit le cinéma Lax, entre autres, et qui va, avec d'autres architectes, réaliser ce quartier-là où il imagine des logements évolutifs. Il y a 6 types de logements, 6 types d'immeubles, et il laisse le loisir aux habitants de faire évoluer ces constructions et ces quartiers-là en hauteur, en largeur, etc. Une espèce de première grosse réflexion sur un territoire énorme, de dire on fait le projet, mais on laisse la vie faire, on essaie juste de donner des cadres, et après on essaie juste d'orienter pour que l'évolution soit pas trop trash, qu'elle soit un peu cadrée. Et donc du coup, ça donne un résultat d'une grande qualité urbaine, encore une fois. Ce qu'il faut apprendre à regarder dans ces quartiers-là quand on se promène, c'est au-delà de ok, la peinture un peu décollée, ok, il y a un peu de linge, ok, il y a le trottoir défoncé, mais ça n'empêche pas de voir la qualité des échelles urbaines, la qualité des hauteurs, la qualité. Le Hay Hassani est un quartier de très belle qualité urbaine. Un autre quartier de très belle qualité urbaine, c'est Ain Chor. Toutes ces zones-là d'Ain Chor qui ont été construites par un Marquisio, on est en train de parler de 37, 38 jusqu'à 40. Logement pour indigènes, pour population musulmane. Il vient un peu essayer d'imaginer des rues en arête de poissons pour éviter que du bout de la rue, on puisse voir donc des rues et des impasses en arête de poissons pour qu'on ne puisse pas voir ce qui se passe dans la petite rue, que la petite rue ait plus d'intimité que la grande rue. Donc des logements également un peu un logement en bas et en haut, mais on ne puisse pas voir du haut le bas. Et donc une espèce de site avec de la place centrale, avec évidemment tous les équipements qui vont avec, école, hammam, mosquée. Très beau hammam d'ailleurs, Ain Chor. D'un point de vue architectural, très très beau. Le marché, Jama. Donc une espèce de réflexion globale sur comment faire un quartier différent. Et comment ce quartier va occuper tous les équipements. Donc on a cette période en gros de 30 à 50 ou à 60. On a une espèce de patchwork, ou en tout cas d'échantillon. On a Bournazel, Carrière Centrale, Hay Hassani, Habous, Ain Chor, Sossika, etc. On a une telle diversité de production pour répondre à la question du logement. Il faut loger le peuple. Il faut loger le peuple parce qu'il y a un besoin. Mais il faut loger le peuple parce qu'il y a des mouvements de velléité d'indépendance. Et parmi les raisons qui font que le peuple gronde, c'est parce qu'il est mal logé, parce qu'il est maltraité. Donc il faut s'en occuper un petit peu. Donc la raison n'est pas forcément, sans vouloir être paranoïaque, n'est pas forcément que positif. C'est aussi pour calmer un peu, parce que les bidonvilles sont très compliqués à contrôler. Donc on contrôle mieux quelqu'un qui est dans une barre, et quelqu'un qui a un logement va moins avoir tendance à se révolter parce qu'il commence à avoir un petit confort qui fait qu'il va un peu se calmer. Mais n'empêche que c'est quand même des espaces de qualité. L'encre, ces bars-là, c'est quand? L'encre est à mettre dans l'espèce On a parlé de cette volonté de construire des produits différents pour les populations. Et donc, l'idée, c'est de construire pour la population israélite. Donc, on va dire qu'on va construire des bâtiments différents. Ça commence pas à l'encre, ça commence un peu avant. C'est des bars qui existent encore maintenant, ils ne sont pas parallèles, ils sont un peu cachés. Du front de mer, entre la mosquée et l'Ankh, justement. Ouais. Il y a un certain nombre de bars, et l'Ankh est un peu une espèce d'extension de cette idée qui était globale, mais où finalement la population israélienne, pour beaucoup, l'ont refusé d'y habiter, sauf ceux qui n'avaient pas vraiment le choix, parce qu'il n'y avait pas le sou, etc. Parce que c'était loin de la ville, il n'y avait pas grand-chose qui se passait, c'est face à la mer, c'est très humide, des petits espaces, donc c'est pas un projet qui a beaucoup fonctionné pour sa population d'origine. Donc il a récupéré des populations pauvres qui n'ont pas forcément la capacité de dire non. Et donc l'Ankh, qui était à l'origine
toute une zone dédiée à la population israélienne, a évolué pour accueillir un peu tout le monde, beaucoup de petits fonctionnaires européens. Quand on parle de la politique de logement, elle n'est pas uniquement destinée aux Marocains, elle peut être juifs ou musulmans, elle peut être aussi destinée aux petits fonctionnaires, aux agents, aux ouvriers européens, contremaîtres, etc. Là, il y a deux catégories. C'est un quartier qui a évolué, il a accueilli beaucoup de logements de fonction, donc de domaine des fonctionnaires, mais dans son départ, c'était beaucoup de quartiers européens, comme quartier Bourgogne d'ailleurs, qui est un peu toutes ces zones-là. Quand on regarde la carte de la ville en 1950, on a peut-être 20% des territoires occupés par 80% de la population. Les zones musulmanes sont très petites, donc très denses par rapport à la taille de la population. On parle de 500 000 habitants en 1950 à peu près, dont 20% sont juifs d'ailleurs. Les Casablancais sont à 20% juifs à peu près en 1950, donc la trace d'une communauté de manière importante dans le quotidien, dans la musique, dans la cuisine, dans tous les aspects de la vie. Donc dont témoigne le nombre de synagogues encore présentes, mais c'est une communauté évidemment qui maintenant est très très peu présente, et donc dans le quotidien des nouvelles générations, elle a complètement disparu, cette relation à cette communauté. On continue ce tour d'horizon de Casablanca avec nous Abdelrahim Qasso, qui est architecte, qui est anthropologue, qui est ancien président de Casa Mémoire et qui démarre sur à peu près n'importe quel lieu casablancais. Et sans note, hein, faites-moi confiance, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous certifie qu'il n'a rien sous les yeux. Le stade qu'on appelle aujourd'hui Morakab Mohamed Khamis, stade d'honneur même pour la majorité des supporters du Raja et du WAC. Quelle est son histoire? Stade Marcel Cerdan. Du nom du boxeur casablancais. Du nom du boxeur et footballeur. Marcel Cerdan qui a joué à l'USM, et notamment Marcel Cerdan a joué avec l'Habib Mbarak à l'USM. Il aurait pu être complètement footballeur, il a choisi d'être complètement boxeur, mais il a une vraie histoire de football. Il aurait pu choisir d'être également complètement marié de Edith Piaf. Donc Marcel Cerdan donne son nom. Après sa mort ou de son vivant? Non, après sa mort, donc crash aérien, donc mort de Marcel Cerdan. Il donne son nom Marcel Cerdan à ce stade-là. Petit aparté sur la question de la culture du sport à Casablanca. Le sport, on est dans la ville qui n'est pas une ville d'intellectuels, c'est une ville de sportifs et de musique, etc. Mais donc la corrida, le foot, la pétanque, tir à l'arc, le rugby, donc toutes ces communautés qui sont venues ont amené les sports qu'ils pratiquaient, donc c'est pratiqué beaucoup dans le parc de l'UOD, le parc de la Ligue arabe, dans tous ces grands terrains. Le terrain de basket de l'UOD, c'était le terrain de pelote basque de Casablanca, donc on est quand même dans des sports quand même assez folkloriques. Et donc on a les arènes qui sont... les arènes de Casablanca qui ont accueilli des concerts de musique fameux, ont été démolis. Et des corridas, bien sûr. Et bien sûr, des corridas, c'était l'objet au départ du lieu, qui ont été démolis, qui ont été utilisés jusqu'aux années 50. Après, ça a été utilisé comme espace de plus d'événements. Une des personnes qui gérait les arènes, une des personnes, c'est le propriétaire du restaurant La Corrida, le restaurant qui existe encore. Cette personne est décédée dans les attentats de Srera d'ailleurs, qui est le mari de Solange, qui est décédé, qui était la propriétaire de ce restaurant-là, qui est décédé il y a une dizaine d'années. Vous pouvez voir le lieu qui correspond aux anciennes arènes, qui borde le boulevard d'Anfa. Juste après l'hôtel Palace d'Anfa. Voilà, juste derrière l'hôtel Palace d'Anfa où il y a exactement deux quartiers qui s'appellent toujours les arènes. Ce quartier qui s'appelle toujours les arènes, sur ce terrain est prévu une tour, le siège d'une banque de la place. Très bien. Le stade d'honneur, stade Marcel Cerdan, c'est 25-30 la première construction du stade. Il a été beaucoup agrandi pour les Jeux méditerranéens de 1983. C'est là où c'est devenu vraiment un complexe sportif, Mohamed V dans toutes ses formes, avec la construction des piscines et des lieux à côté, la construction des terrains annexes, mais ça a toujours été un lieu de foot dans cet espace-là. Et il est important qu'il reste. Les espaces de foot urbains sont très importants. Le stade Marcel Cerdan, il a été débaptisé au moment de l'indépendance et rebaptisé Stade d'honneur. Ah, exactement. C'est bien ça. Donc parce que Marcel Cerdan était considéré comme une figure de la colonisation, c'était ça la logique derrière? J'imagine. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres lieux mythiques là qu'on a oubliés? On a parlé du stade, on a parlé. Parle-nous un peu de Ndiab, parce que Ndiab a toujours été un lieu d'activité nocturne intense. Est-ce que c'est quelque chose de récent ou est-ce que... Alors, le fait de construire des piscines sur bord de mer est quelque chose qui date. Le premier gros bassin, c'est le bassin de la piscine municipale, qui a été construit à l'emplacement même
où il y a maintenant la mosquée Hassan II. Donc la mosquée Hassan II a été construite sur l'emplacement de la piscine municipale, qui était une piscine construite par Georges Ortlieb dans les années 20, 1925, je dirais. C'est la plus grande piscine d'Afrique quand elle a été construite. Et donc il y avait la zone pour les Européens et une petite pataugeoire pour les indigènes. Et donc c'est un lieu historique vu qu'il a nécessité la création d'une association sportive pour pouvoir y accéder. Donc la création du WAC en 1937, section natation pour pouvoir y accéder. Waterpolo, natation pour pouvoir y accéder. Donc la section foot a été créée 2 ans après. 37 donc. 37 pour la natation et 39 pour le foot. Les lieux qui ont été construits après, c'est le Lido comme première piscine. Un peu, on est dans une zone, c'est les rochers, hein, c'est pas forcément la zone la plus accueillante, c'est compliqué. Donc on construit le Lido en 1930, on commence à avoir un peu espèce de lieu où on va aller le week-end, mais l'essor de toute cette corniche-là, c'est les années 50, il y a un phénomène très intéressant qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale. Après le débarquement américain, est-ce qu'il est lié au débarquement, est-ce que c'est lié à une espèce de voilà, la guerre est finie, d'euphorie, etc. Mais espèce de ville qui se californise, je ne sais pas si le terme existe. C'est les grosses bagnoles, c'est les gros immeubles, c'est l'immeuble Liberté, 1948, qui quand il a été construit, c'est la plus haute tour d'Afrique. C'est les Cadillacs, c'est les boîtes, etc. Et c'est justement la culte du corps, on commence à avoir l'élection de Miss Tahiti, l'élection de Miss, etc. Qui concerne, on est d'accord, qui concerne la population européenne? Est-ce que les indigènes sont concernés par cette explosion de Californication? on a cette corniche de Casablanca, on a un certain nombre de lieux qui commencent à se développer. On a la réserve. La réserve, c'est 1948, le bâtiment. On a un certain nombre de lieux qui se construisent, une espèce de monde de la nuit, essentiellement européens. Beaucoup de Marocains, mais de confession juive, qui étaient dans cette vague-là plutôt assimilés europééens, et évidemment quelques fils de notables marocains. Mais c'était pas forcément super bien vu non plus à l'époque d'aller traîner le soir à la côte quand on était musulman. Il faut aussi se remettre dans le contexte de l'époque. Il y avait quelques-uns évidemment. Mais c'était un peu cet état d'esprit de la grosse bagnole, la plage, la frime, le culte du corps. C'est pour ça que cette dimension de la ville de l'hédonisme, mais c'est pas la ville, c'est le culte du corps, c'est lié au sport. Évidemment. Le fait qu'il y ait autant de pratiques sportives a créé une espèce d'émancipation de toutes les générations, notamment de la femme. D'ailleurs, à partir des années 70-80, c'est cette pratique du sport, cette pratique de loisirs liés au sport. On va avoir une ville où on aura plus de salles de cinéma que Paris, mais on a très peu de théâtre, on a très peu de productions théâtrales. À part quelques présentations de théâtre de quartier, mais c'est pas une ville de théâtre, c'est pas une ville forcément d'écrivains, même s'il y a des écrivains de qualité qui sont sortis. Mais c'est une ville de footballeurs, c'est une ville de musiciens. Je caricature, mais dans l'état d'esprit, c'est pas une ville de poètes, c'est une ville d'industriels, c'est une ville. Donc on est un peu dans cette ville un peu de pionnier, mais une ville de la modernité dans ce sens-là, une espèce d'hédonisme, une espèce de ville où on bosse, mais en même temps on s'éclate et on fait une espèce de confiance en l'avenir, même si on perd de l'argent, c'est pas grave. C'est une vie généreuse, la vie continue, une espèce d'esprit de. Espèce de vraie foi en l'avenir, malgré toutes les pressions qu'on peut avoir. Une vraie foi en l'avenir. Écoute, on va laisser ça comme le mot de la fin. Abdrahim, merci beaucoup. Je vous conseille d'ailleurs de réécouter ce podcast avec une fenêtre et Google Maps pour voir tout ça d'en haut, parce qu'on reconnaît ce qu'Abdrahim nous a raconté. C'était un super podcast, long et passionnant, et on vous donne rendez-vous pour une prochaine édition sur Radio Maalif. Merci les amis. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.